Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Historiapolis qui inaugure un nouveau cycle. Après avoir vu en une série de 4 vidéos l'évolution de la philosophie et plus généralement de la pensée dans 8 grandes civilisations, je voudrais aborder un sujet dans cette nouvelle série qui aurait plus trait à la géographie, toujours sous l'angle du mouvement, de l'évolution historique, mais en fait qui aurait trait à la géographie à la fois physique et humaine, avec le but de montrer que, dans l'histoire, la géographie, l'utilisation des espaces, la formation des cultures en fonction des reliefs, des climats, des distances, etc., joue toujours un très grand rôle dans la formation des États et des sociétés. La discipline universitaire qui s'occupe d'analyser cette question, c'est ce qu'on appelle la géographie historique, et le cas qu'on va étudier particulièrement dans cette série de vidéos, c'est celui des États-Unis d'Amérique. En gros, dans l'histoire des États-Unis, 2 facteurs ont joué un grand rôle dans la constitution politique de ce pays, son unité, mais également ses fractures internes. Ces 2 facteurs, c'est, comme je l'ai déjà dit, la géographie, mais on peut aussi ajouter la religion. L'histoire des États-Unis, c'est largement, par certains aspects, l'histoire des relations et de l'opposition en fait entre différentes communautés religieuses. Il y a évidemment les catholiques et les juifs, mais ce qui préside historiquement à la formation progressive des États-Unis, c'est le protestantisme, et particulièrement les différences, voire les oppositions de culture et de représentation du monde entre communautés protestantes. On verra par exemple que les anglicans, les presbytériens ou encore les amish ont une lecture complètement différente de la Bible, se sont installés à des endroits différents des États-Unis et à des époques différentes, et que ça a beaucoup joué sur la formation des cultures régionales. On peut se poser la question, par exemple, de pourquoi l'Amérique est-elle si différente en fonction de si on est dans la très catholique et irlandaise ville de Boston, si on se trouve au cœur de la finance de Manhattan, si on est au milieu de ce qu'on appelle le Midwest, ou au plus profond du Sud, marqué par les tensions raciales. Le grand classique justement dans l'histoire américaine, c'est en général d'aborder la question soit sous le prisme de la couleur de peau, soit sous celui de l'opposition nord-sud, issue de la guerre de sécession, comme si c'était le seul clivage qui déterminait l'histoire américaine, comme si il n'y avait pas des clivages internes à l'intérieur de ces 2 grandes régions, et comme s'il n'y avait pas des régions qui se situeraient à la limite de ces 2 cultures, nord et sud. En fait, il y a quelque temps, je suis tombé sur un livre un peu au hasard, pas très connu, même pas traduit en français à vrai dire, American Nations, qui a été écrit en 2011 par un certain Colin Woodard, qui est journaliste, éditorialiste et qui écrit sur des sujets assez divers ayant trait à la géographie historique et culturelle pour différents journaux. Étant depuis le plus jeune âge fasciné par les cartes, parce que je trouve qu'elles aident à comprendre beaucoup de choses qui n'ont pas forcément besoin d'être dites ou écrites, mais plutôt dessinées ou schématisées, appréciant d'autant plus les cartes que je trouve un peu, on va dire, originales ou surprenantes, celles qui spontanément amènent plus de questions que de réponses, j'ai été très étonné de voir que cette carte était censée accompagner tout le long de la lecture du livre de Colin Woodard. J'étais d'autant plus étonné que certaines régions qui sont tracées ici, vous pouvez le voir, ont des formes très bizarres, voire carrément absurdes. La région nommée Midlands, par exemple, a une forme qui ne ressemble à aucune autre. Par ailleurs, la plupart de ces régions ne respectent absolument pas les frontières des 50 États américains. Il faut donc absolument expliquer le parti pris, en fait le pourquoi du comment de cette classification aussi déroutante. En fait, le point de départ de Colin Woodard est assez simple. Il existe en Amérique du Nord 11 grandes nations, entre guillemets, et je dis Amérique du Nord parce que Woodard parle surtout des États-Unis, mais en réalité il inclut aussi une petite partie du Mexique et du Canada dans son analyse. Et ces 11 grandes nations, qui sont en fait plutôt des grandes régions, par leur expansion historique, parce qu'elles ne sont pas fixes en fait, leurs limites ont tendance à évoluer, par leur expansion mais également par leur opposition, par leur alliance parfois. Et on verra quand on se penchera sur la guerre de sécession que effectivement c'est pas une guerre entre un bloc uni du Nord et un bloc uni du Sud, mais plutôt une série d'alliances, parfois même contre nature, motivées par des raisons différentes entre blocs culturels, religieux et géographiques.
Eh bien, en fait, l'histoire de l'Amérique du Nord n'est que l'histoire de la coexistence ou de l'opposition de ces 11 blocs culturels. L'enjeu de cette série de vidéos, ça va être d'effectuer une plongée dans ces 11 régions, de les décrire, de comprendre leurs évolutions historiques, et peut-être ainsi de comprendre d'une certaine manière les fractures assez graves qui caractérisent encore les États-Unis aujourd'hui. Et dans cette première vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement présenter succinctement chacune de ces grandes régions. La première de ces régions, ou nations, selon le terme de Woodard, c'est cette poche située au nord-est des États-Unis, qui va de la côte atlantique aux grandes plaines centrales, en passant par les Grands Lacs, qui est donc cette partie bleu marine, qui est Yankeedom. Les grandes villes de cette région, c'est Boston à l'est, au bord des lacs Cleveland, Détroit et Chicago, et plus à l'ouest, Minneapolis. Les États principaux, c'est le Massachusetts, l'État de New York, mais pas la ville de New York, le Michigan, le Minnesota et une partie nord de l'Illinois qui en fait correspond à l'agglomération de Chicago. Yankeedom, c'est typiquement le pays des Yankees, de la classe moyenne américaine, plutôt éduquée et libérale, qui a formé historiquement le cœur démographique de la petite bourgeoisie américaine. Ce qu'on appelle aux États-Unis, et là c'est un terme très important à retenir, les WASP, qui est un jeu de mots en fait, ça signifie une guêpe en anglais, mais c'est aussi un acronyme dont les initiales veulent dire White Anglo-Saxon Protestant, c'est-à-dire les anglo-saxons protestants blancs. Donc des blancs protestants, originaires des îles britanniques, donc typiquement aux États-Unis, quelqu'un qui s'appellerait Smith ou Brown, comme quelqu'un s'appellerait Durand ou Martin en France. C'est vraiment, on va dire, l'américain moyen blanc, mais plutôt quand même diplômé. Pas surdiplômé, mais diplômé. C'est pas ce qu'on appellerait aux États-Unis de manière très péjorative, voire carrément insultante, le redneck, c'est-à-dire le bouseux, mais c'est pas non plus l'élite new-yorkaise. La région de base de Yankeedom, à partir de laquelle elle s'est étendue, c'est vraiment donc la région de Boston, cette côte dans les environs de Boston, qu'on appelle la Nouvelle-Angleterre. Voilà ce que dit Colin Woodard à propos de Yankeedom. Yankeedom a été fondé sur les rives de la baie du Massachusetts par des calvinistes radicaux en tant que Nouvelle-Sion, une utopie religieuse dans la nature sauvage de Nouvelle-Angleterre. Depuis ses débuts, cette culture a porté une grande attention à l'éducation, au contrôle, c'est-à-dire la participation politique locale, et à la recherche du greater good, c'est-à-dire de l'intérêt général, même si cela implique un amoindrissement de l'identité individuelle. Les Yankees ont une grande foi dans la capacité du gouvernement à améliorer la vie des gens. Ils sont traditionnellement rétifs au parasitisme de l'aristocratie, aux corporations, au pouvoir extérieur. Ils défendent l'élaboration d'une société idéale, perfect, à travers l'ingénierie sociale, une implication relativement importante des citoyens dans le processus politique et une assimilation agressive des étrangers. Édifié sur des familles stables et éduquées, Yankeedom a toujours eu un ethos de classe moyenne et un grand respect pour la réussite intellectuelle. Son zèle religieux a fané avec le temps, mais pas sa prétention à améliorer le monde et l'ensemble des valeurs morales et sociales. Par ailleurs, Colin Woodard rajoute que Yankeedom a dans son histoire été bloqué dans un quasi-perpétuel combat avec le Deep South pour le contrôle du gouvernement fédéral depuis que ce dernier existe. Voilà qui explique en bien des aspects les ressorts culturels de la guerre de sécession. Parce qu'il faut bien dire en effet que si l'histoire américaine est profondément plus complexe qu'une simple opposition un peu binaire entre nord et sud, cet affrontement existe quand même bel et bien. Il est même prégnant dans l'histoire que les États-Unis se renvoient d'eux-mêmes et renvoient au reste du monde. Et parmi les 11 nations, 2 peuvent être considérées comme les têtes de file de cet affrontement de valeurs, Yankeedom au nord et le Deep South au sud. La deuxième nation qu'on va voir ici, c'est la petite nation de New Netherland, qui correspond en fait tout simplement à l'agglomération de New York, à la ville de New York, plus à quelques banlieues dans l'état du New Jersey. Voilà ce qu'en dit Colin Woodard. Bien qu'elle n'ait pas fait long feu, la colonie hollandaise de New Amsterdam, établie au XVIIe siècle,
a eu un impact considérable sur le développement continental en ce qu'elle a légué son ADN à ce qu'on appelle aujourd'hui le Greater New York City. Elle fut dès le départ une société globale d'échange commercial, multiethnique, multireligieuse, spéculatrice, matérialiste, mercantile et libre-échangiste. Une cité-État clinquante, pas complètement démocratique, dont aucun groupe ethnique ou religieux n'a jamais véritablement pris le contrôle. New Netherland a aussi développé 2 innovations hollandaises considérées comme subversives par la plupart des autres États européens à l'époque. Une profonde tolérance à la diversité et un soutien ininterrompu à la liberté d'enquête. Cet esprit a eu une grande influence sur la rédaction de la Déclaration des droits, Bill of Rights, de 1791. Tandis qu'Amsterdam fut longtemps le centre névralgique de la finance, de l'édition et du commerce occidental, New Amsterdam a fini par la remplacer. Son territoire, autrefois plus étendu, s'est réduit jusqu'à représenter l'aire urbaine au sens large de New York, mais compte 19 millions d'habitants. Donc pour résumer, New Netherlands, ce n'est pas très compliqué en fait. C'est une tentative de Colin Woodard de résumer l'esprit si particulier de New York par rapport au reste des États-Unis, et même au reste du monde d'une certaine manière. Parce qu'on oublie souvent que la première vraie, entre guillemets, grande ville des États-Unis, c'était Boston à la base, c'était pas New York. New York, c'était simplement une sorte de comptoir commercial où peu de place était réservée à la culture. Alors, l'agrandissement gigantesque de cette ville a fait que c'est devenu un haut lieu de culture, mais c'était pas sa vocation première. Sa vocation première, son ADN, si on veut, c'est Wall Street, c'est la finance, c'est le business. C'est en ce sens que New York a une identité qui est davantage hollandaise que proprement anglaise. Faut pas oublier que Amsterdam, c'est quand même la première cité du capitalisme moderne. On en vient donc aux Midlands. C'est cette région un peu étonnante qui, en fait, entoure Yankeedom. Au sud, par ce long bras bleu ciel, cette longue transversale qui va de Philadelphie et de la côte atlantique jusqu'aux Grandes Plaines, et au nord en incluant la partie la plus peuplée du Canada anglophone, c'est-à-dire l'Ontario et notamment la ville de Toronto. En fait, si on devait définir les Midlands, on pourrait dire que c'est un peu la périphérie de Yankeedom. C'est une région un peu moins bourgeoise, un peu plus provinciale, classe moyenne, et un peu moins ouvertement politisée. Les Midlands sont en fait un peu les suiveurs de Yankeedom. D'ailleurs, aux élections, ils votent souvent comme les Yankees, mais de manière un peu plus indécise. C'est pourquoi dans cette région, il y a beaucoup de swing states, les swing states, donc les états balance en français. C'est ces états dont on ne sait jamais vraiment à l'avance pour quel parti ils vont voter. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a 2 partis principaux aux élections, donc le parti républicain qui est de droite et le parti démocrate à gauche, pour schématiser. Il y a des États qui sont typiquement très acquis à la cause d'un parti. L'État de New York, par exemple, est complètement acquis à la cause démocrate. Le Texas, en revanche, est solidement républicain. Et ben, les swing states, ce sont ces États qui balancent un peu entre les 2 partis et qui sont de grands enjeux de campagne pendant les élections. L'État typiquement swing state, c'est la Pennsylvanie. La Pennsylvanie est typiquement dans les Midlands. Et les Midlands contiennent beaucoup de swing states. Donc la dernière chose qu'il faut dire aussi, c'est que si les Midlands sont un peu moins fervents politiquement que Yankeedom, ça s'explique aussi par le fait que sa population n'est pas originaire en majorité des îles britanniques, mais au contraire du monde germanique, de l'Allemagne. Or, étant minoritaires à l'époque coloniale, les Allemands installés dans ces régions avaient tendance à moins participer à la politique que les populations d'origine anglaise, qui étaient plus proches des lieux de gouvernement et donc plus impliquées. Par ailleurs, un autre aspect, c'est que ces populations d'origine allemande suivaient des courants religieux comme les Quakers ou le mouvement Amish, qui avaient une forte inclinaison en faveur du pacifisme et donc refusaient en général de participer aux conflits politiques. Ensuite, on a la région de Tidewater, qui n'est pas très grande géographiquement, mais qui s'étend sur l'espace de 2 ou 3 États au sud de la capitale Washington. Pour comprendre l'âme de Tidewater, il faut comprendre une part de l'âme et de l'histoire de l'Angleterre. On fera d'ailleurs par la suite un autre cycle de vidéos qui sera consacré à l'histoire de la Grande-Bretagne.
En fait, au XVIIe siècle, la Grande-Bretagne est minée par les guerres civiles et les révolutions. En gros, deux camps s'opposent. Le camp dirigé par la bourgeoisie ascendante et commerçante de ce qu'on appelle les têtes rondes, plutôt de l'est de l'Angleterre, marqué par une confession presbytérienne et une volonté de modernisation, voire déjà de démocratisation de la société, bien que le terme ne soit pas très adapté pour l'époque, en tout cas une volonté de créer une société plus parlementaire. De l'autre côté, on a le camp de ce qu'on appelle les cavaliers, qui sont pour la plupart des nobles, très attachés à l'anglicanisme, à la figure du roi et à la hiérarchie sociale. À l'époque de la guerre civile anglaise, dans les années 1640, ce sont les têtes rondes, donc la bourgeoisie, qui vont s'imposer, dirigée par Cromwell, qui va même abolir temporairement la monarchie avec le roi Charles Ier qui va être exécuté. Alors le lien avec les États-Unis, c'est que en fait, tout ce camp des aristocrates et de la vieille noblesse qui a été défait va massivement émigrer vers les États-Unis et notamment vers les régions de l'actuel Tidewater pour recréer en quelque sorte l'atmosphère de la campagne anglaise de la fin du Moyen-Âge. C'est la raison pour laquelle idéologiquement, culturellement, Tidewater a toujours été assez opposé à Yankeedom, qui, on l'a vu, est spirituellement plutôt l'héritière de cette culture bourgeoise et parlementaire anglaise. D'ailleurs, on peut très bien voir cette filiation culturelle de Tidewater avec la monarchie anglaise par le nom des États proches de cette région. Quand on regarde bien, on constate que presque tous les États qui ont des noms dérivés de reines ou de rois anglais sont situés aux alentours de Tidewater. La Caroline, par exemple, Caroline du Nord et Caroline du Sud, qui est nommée d'après Charles Ier, la Géorgie, d'après George II, ou encore la Virginie, d'après la reine Élisabeth Ier, qui était surnommée la reine vierge, donc Virgin en anglais, Virginie. On verra dans les vidéos suivantes que malgré tout, au moment de la Révolution américaine, l'exploitation anglaise sur les États-Unis sera tellement abusive que Tidewater va se rallier à la Révolution américaine, faisant alliance avec Yankeedom contre l'occupation anglaise. Mais cette alliance ne va pas durer longtemps et Tidewater, trop attaché à ses privilèges et à sa vision hiérarchique de la société, va basculer du côté du sud esclavagiste durant la guerre de sécession. Concernant la nation de Greater Appalachia, voilà ce qu'en dit Colin Woodard. La nation fut fondée à partir de la fin du XVIIIe siècle par des vagues successives, rugueuses et belliqueuses, de colons originaires des zones frontalières de l'Irlande du Nord, d'Écosse et d'Angleterre, alors en proie à de violents conflits. Moqués par les écrivains, journalistes, réalisateurs et producteurs, ils étaient traités de rednecks, hillbillies, crackers et white trash. Installés dans la moitié sud des Appalaches, autour des monts Ozarks, qui est une vaste zone entre le Missouri et l'Arkansas, et jusqu'aux 2/3 nord du Texas, les Appalachians sont une nation difficile à cerner, ayant eux-mêmes du mal à se définir, historiquement aussi insoumis à la culture yankee du Nord qu'à la prétention englobante de Deep South à leur égard et au mépris des lords de Tidewater. À ce titre, ils ont majoritairement combattu du côté, avec des exceptions notoires comme la Virginie occidentale, l'est du Tennessee ou le nord de l'Alabama, mais majoritairement ils ont combattu du côté de l'Union, donc du nord, durant la guerre de sécession, avant, durant la période de la reconstruction, donc après la guerre de sécession, de prendre le parti des vaincus et de s'opposer frontalement aux tentatives yankees de mettre fin au système esclavagiste. Deux caractéristiques sont à noter concernant les populations des Appalaches. D'abord, ce sont des populations combattantes à forte culture militaire. Ils ont fourni une large proportion d'hommes à l'armée américaine, d'Andrew Jackson à Davy Crockett et Douglas MacArthur en passant par les effectifs qui ont combattu en Afghanistan et en Irak. Par ailleurs, ce sont des populations extrêmement religieuses, souvent évangéliques fondamentalistes, qui constituent avec le Deep South et Tidewater ce que l'on connaît sous le nom aujourd'hui aux États-Unis de Bible Belt. Ensuite, la nation que l'on appelle le Deep South, c'est un petit peu le cliché de ce qu'on imagine aujourd'hui comme étant le Sud confédéré. Elle a été fondée par les maîtres d'esclaves des Barbades sur le modèle des sociétés esclavagistes des Indes occidentales, un modèle si cruel et despotique qu'il choqua même ses contemporains anglais du XVIIe siècle. La région fut un bastion du suprémacisme blanc, du privilège aristocratique et d'une version du républicanisme classique fondée sur le modèle des États esclavagistes du monde antique, où la démocratie était le privilège de peu et l'esclavage le destin naturel de la majorité.
la race demeure déterminante dans la filiation politique de chacun. Le cœur originel du Deep South, c'est la région de Charleston. Et l'histoire a mené le Deep South à se rapprocher culturellement à la fois de Greater Appalachia et de Tidewater, dans une lutte, on va dire, historique contre à la fois Yankeedom, mais également les Midlands et New Netherlands, c'est-à-dire New York. Ensuite, il y a la région que Colin Woodard appelle New France, qui, en tant que francophone, nous intéressait particulièrement parce que ça correspond en gros aux anciennes régions dominées par la France, c'est-à-dire principalement le Québec et la Louisiane. Voilà ce qu'en dit Colin Woodard. Il s'agit de la plus ouvertement nationaliste des nations, possédant un État-nation en attente en la forme du Québec. Fondée au début des années 1600, la culture New French est issue d'un mélange entre la paysannerie d'Ancien Régime de la France du Nord et les traditions des peuples indigènes qu'elle rencontra au nord-est de l'Amérique du Nord. Terre à terre, égalitaire et guidée par le consensus, les New French ont récemment démontré dans les sondages être de loin les plus progressistes du continent. Longtemps oppressée par ses maîtres britanniques, la Nouvelle-France a, depuis le milieu du XXe siècle, imprégné de beaucoup de ses attitudes la Fédération canadienne, où le multiculturalisme et le consensus négocié sont précieusement protégés. Ils sont indirectement responsables de la réémergence des Premières Nations, c'est-à-dire de la fierté, on va dire, des Amérindiens. Ensuite, on a une nation qui s'appelle El Norte, qui est une région située de part et d'autre de la frontière américano-mexicaine. Colin Woodard avance que c'est une sorte de nation manquée. En effet, la culture américaine proche de la frontière serait plus proche de la culture mexicaine que du reste des États-Unis. Et la culture mexicaine, proche de la frontière, serait plus proche de la culture américaine que du reste du Mexique. Les Mexicains du Nord sont appelés d'ailleurs les norteños, c'est-à-dire les gens du Nord. Il va jusqu'à affirmer, Colin Woodard, que l'espace transfrontalier pourrait à terme devenir un État-nation, une vraie nation, un vrai pays indépendant d'ici la fin du XXIe siècle, avec l'hispanisation progressive d'une bande allant de la Californie jusqu'au Texas. Ensuite, on a de Left Coast, donc, qui est la région, la nation qui se situe sur la bande de la côte pacifique des États-Unis, qui est en fait un jeu de mots, parce que de Left Coast, évidemment, donc la côte de gauche, littéralement, qui est à gauche sur la carte, mais surtout, ce qui est en fait, ce que veut dire Colin Woodard, c'est que c'est une région qui politiquement est très ancrée à gauche depuis très longtemps, depuis le début. Voilà d'ailleurs ce qu'il en dit. Elle s'étend sur une bande à la chilienne, de la Californie centrale jusqu'à l'Alaska, incluant 4 métropoles résolument progressistes: San Francisco, Portland, Seattle et Vancouver. Elle fut initialement colonisée par 2 groupes, des marchands, missionnaires et bûcherons de Nouvelle-Angleterre, qui arrivèrent par la mer et contrôlèrent les villes, et des fermiers, prospecteurs et fourreurs de Greater Appalachia, qui arrivèrent en train et dominèrent l'arrière-pays. Originairement prévue par les Yankees pour être une Nouvelle-Angleterre sur le Pacifique, la Left Coast consacra l'intellectualisme et l'idéalisme de Nouvelle-Angleterre, tout en embrassant la culture de l'accomplissement individuel. En fait, la côte ouest américaine représente véritablement la fusion idéologique de 2 nations, Yankeedom et New Netherlands. Elle reprend la classique structure éducationnelle WASP de Nouvelle-Angleterre, puritaine et moralisatrice, et elle l'adapte à une idéologie très progressiste, on va dire, promue par une forme de culture new-yorkaise de sensibilité, on va dire, judéo-hollandaise. L'avant-dernière nation qui sera analysée ici, c'est le Far West. Le Far West, c'est la seule nation où les facteurs environnementaux sont plus déterminants que les facteurs ethniques. Haut, sec et reculé, l'Ouest intérieur présente de si sévères conditions d'installation qu'il a détruit tous ceux qui tentaient d'y installer un mode de vie similaire aux Midlands ou à Greater Appalachia. C'est un espace qui n'a pu être développé qu'à l'aide de vastes ressources industrielles. Chemins de fer, infrastructures minières, fonderies, barrages, systèmes d'irrigation. Ainsi, la colonisation d'une grande partie de la région fut facilitée et dirigée par les grandes sociétés de New York, Boston, Chicago ou San Francisco, ou par le gouvernement fédéral lui-même. La région et ses colons fut toujours considérée comme une colonie intérieure, exploitée, spoliée au profit des nations ayant une façade maritime. La région reste aujourd'hui dans une forme de semi-dépendance. Enfin, la dernière nation analysée, ce sera First Nation, tout au nord de la carte,
qui est en fait la seule nation aujourd'hui encore dominée culturellement par les Native Americans, c'est-à-dire ce qu'on appelait autrefois en français les Indiens d'Amérique. Comme le Far West, c'est une région caractérisée par un climat difficile. La différence, c'est que First Nation se caractérise par une présence toujours prégnante des Native Americans, ce qui n'est plus le cas ni dans le Far West, ni dans les autres nations. Les natifs, donc ce qu'on appelle en français les Indiens, ont récemment commencé à réclamer une nouvelle souveraineté et ont gagné une autonomie considérable, notamment en Alaska, au Nunavut, et maintiennent même dans une quasi-indépendance le Groenland vis-à-vis du Danemark. Voilà, on en a fini donc avec ce premier tour d'horizon global des 11 grandes nations qui caractérisent l'Amérique du Nord selon Colin Woodard. Cette série de vidéos sera généralement donc consacrée à détailler la trajectoire historique de chacune de ces aires régionales et culturelles, à la fois en interne et les unes par rapport aux autres. La prochaine vidéo, elle sera consacrée à la période des tout débuts de la colonisation de l'Amérique du Nord, notamment au XVIIe siècle, à la fois par les Espagnols, les Français et les Anglais dans des régions aux contraintes et aux enjeux différents. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous encourage à la liker si elle vous a plu, à la commenter et à la partager, et à bientôt sur Historiapolis.